Le loup est avec les ogres et les sorcières, l'un des grands méchants de contes de fées et de les contes traditionnels. Il est présent également dans la littérature jeunesse, où il assure ce rôle d'animal féroce, carnassier, dévoreur d'enfants, dont il faut avoir peur. Mais récemment, on a assisté à une évolution de ce personnage. Et l'analyse de cette évolution nous permet de voir comment notre manière d'apercevoir la nature a évolué et comment nous communiquons cette différente manière de voir la nature aux enfants. Donc le personnage du loup est emblématique de notre vision du monde par rapport au lien entre homme et nature. Au cours de cet exposé, nous allons voir comment la littérature d'enfance s'est appropriée de certains caractères associés au loup dans la littérature et les a transformés, adaptés au goût du public, un public qui n'est plus considéré comme une table rase, mais comme un lecteur actif, capable de comprendre les sous-entendus, capable de reconnaître les stéréotypes et d'en apercevoir les modifications et les changements, capable de faire des lectures de deuxième degré, de intégrer ce que le texte et les images proposent. La première représentation du loup que nous allons analyser est bien évidemment celle de la bête féroce et démoniaque, le grand méchant loup de toutes les histoires qui font peur aux enfants, et non seulement. C'est une tradition qui a perduré au cours des siècles, à tel point que l'épisode de la bête du Gévaudan en témoigne. On avait parlé de loup, on avait parlé de hyène, d'animal maléfique qui complotait avec le diable. Un aspect intéressant de cette image du loup est le mythe de Lycaon, c'est-à-dire l'homme transformé en loup à cause de sa cruauté et qui a donné vie en quelque sorte au loup-garou qu'on retrouve dans les histoires qui font peur. En littérature d'enfance, bien évidemment, cette image du loup méchant qui dévore les enfants dont il faut avoir peur apparaît clairement. Bah, l'exemple classique, c'est le petit chaperon rouge, mais Pierre le loup aussi met en scène hein, un loup qui rôde dans les environs de la maison et dont il faut avoir peur. Et à la fin, hein, et dans un cas et dans l'autre, les chasseurs arrivent et le loup est tué. Dans la littérature d'enfance contemporaine, on retrouve ce personnage, mais avec des attraits moins effrayants. Le loup, bien évidemment, fait peur, il faut se méfier de lui, mais il est représenté comme un être humain, hein. Le rapport entre loup, homme, loup-garou, homme qui se transforme en loup, on revient en quelque sorte à travers les images. Et il y a une ambiguïté de fond hein, qui reste dans ces albums. Est-ce qu'il est vraiment méchant? Est-ce qu'il est vraiment revenu? Ou est-ce qu'il est vraiment là pour manger les autres animaux? Ou bien il est devenu gentil? Dans le cas de C'est moi le plus fort, par contre, la transformation est explicite. Pendant toute le périple que le loup fait dans la forêt, où il affirme haut et fort c'est moi le plus fort, quand il rencontre d'autres personnages de contes de fées, hein, bien évidemment. Petit chaperon rouge, les petits cochons, les cabris, etc. Mais à la fin, quand la maman du petit dragon arrive, eh ben, c'est qui le plus fort? C'est la maman du dragon.
Et donc et le loup redevient un petit loup gentil et serviable. Donc là, il y a une transformation, même dans la représentation du loup, du début jusqu'à la fin. Alors passons à présent à, une autre image du loup, celle du loup apprivoisé. C'est l'histoire de saint François d'Assise qui réussit à apprivoisé un loup qui terrassait les territoires de l'Italie centrale, et ce loup finalement est devenu l'ami des paysans. Il circulait librement dans le village et plus personne n'avait peur de lui. C'est un peu l'histoire de la domestication du loup qui a fait confiance à l'homme et s'est transformé en chien. Nos villes polluent de petits loups domestiqués, de petits loups apprivoisés. Et il y a un album jeunesse très intéressant, c'est l'histoire de Marlaguette, hein, chez le père Castor, où on pose ce problème de la nature du loup et finalement de la nature du chien. Dans Marlaguette, cette petite fille sauve un loup qui voulait la manger et par reconnaissance, hein, le loup se lie d'amitié avec cette fille et lui demande de ne plus manger de la viande. Sauf que le loup maigrit et il ne peut pas vivre. Et finalement, la petite fille décide de le laisser libre, de retourner dans la forêt, de redevenir loup et de faire ce que tous les loups font, c'est-à-dire manger des animaux. Et là, le problème de la domestication est posé. Le problème de la nature de l'animal est posé. Est-ce que les chiens, si on veut reprendre le lien entre le loup et le chien, peuvent abandonner complètement leur nature de prédateur pour vivre en contact avec les hommes? Nous avons des exemples dans la presse qui nous montrent que des fois, hein, le problème se pose encore. Le problème que Marlaguette se pose dans le livre est encore actuel. Nous avons donc en littérature jeunesse plein d'albums où le loup est devenu un gentil personnage, presque un enfant. Vous avez des séries que vous connaissez sans aucun doute, du loup vert, de Minicop et ainsi de suite, où effectivement le loup est un prétexte pour raconter des histoires d'enfants. Il va à la crèche, il va au centre aéré, il vit une vie d'enfant. Et j'attire votre attention sur la série Minicop, parce que là, on parle du loup, mais si on regarde les images, on voit bien que la représentation graphique ne correspond pas à l'aspect d'un loup, hein. Effectivement, c'est un chien qui est représenté là. Une autre image du loup, cette fois-ci bénéfique, protectrice, nous vient de l'histoire de Rome. C'est la louve du Capitole, hein, la louve qui a accueilli les deux jumeaux qui sont à l'origine de la ville de Rome. Et cette image du loup protecteur, on le retrouve dans la littérature jeunesse contemporaine, le livre de la jungle et d'autres albums plus récents, d'autres livres plus récents, où effectivement le loup est là pour protéger l'enfant. Un livre intéressant à ce sujet est Loup noir. Il joue sur l'image du loup méchant, hein. Au début de l'histoire, on a un enfant dans la forêt la nuit, en hiver, qui marche dans la neige, un loup le suit et on a l'impression que le loup veut le manger. Et puis en réalité, à la fin de l'histoire, le loup intervient pour sauver l'enfant, hein, d'un arbre qui est en train de tomber et qui l'aurait sans aucun doute tué, hein, si le loup n'était pas intervenu pour le pousser à l'abri. Il ne faut pas oublier non plus que dans certaines cultures, le loup
est non seulement protecteur, mais un animal totémique, un animal guide. Donc c'est un être qui aide l'homme à mieux se connaître et à mieux entrer en contact avec la nature, avec le monde. Donc c'est un lien entre la nature et l'humanité. Et venons enfin à la dernière image que je voudrais analyser aujourd'hui, et c'est celle du loup naïf, un peu bête. Ça vient de romans de renard, où le protagoniste était renard, l'animal rusé, intelligent, qui se moque de Isengrin, le pauvre loup, un peu bête, un peu ingénu, qui croit à tout ce que Renard lui raconte, et il tombe dans les pièges de son faux ami. Et dans les albums jeunesse, on retrouve cette image du loup, notamment Plouf et Patatras de Corentin. Je voudrais terminer ce bref aperçu sur les différentes images du loup dans la littérature jeunesse en prenant en considération deux albums qui nous interrogent sur la manière dont nous proposons non seulement l'image du loup, mais de la nature en général aux enfants, et sur les retombées du point de vue pédagogique que ces choix littéraires nous impose. Le premier, c'est un livre documentaire, donc de la série Savais-tu, est consacré au loup. Et à côté d'informations ponctuelles, précises, sérieuses sur les loups, la représentation du loup qu'on propose aux enfants est une représentation anthropomorphisés. Ce sont des loups humains, habillés comme des humains, sur deux pattes. Alors, on comprend bien le choix de l'auteur, des auteurs et de l'éditeur. Il s'agit d'habiller de manière agréable des contenus qui seraient un peu indigestes pour des enfants, des notions sur le loup, dans le cas spécifique. Donc on essaie de raconter une histoire pour faire passer ces informations. Sous forme de bande dessinée en quelque sorte. Donc il y a des bulles où les animaux parlent et parlent comme des hommes. Et ils sont habillés comme des hommes, ils sont debout comme les hommes. Et ils ont des caractéristiques tout à fait humaines. Mais au-delà de ce choix, on se pose la question, est-ce qu'un livre documentaire, donc un livre qui doit parler de la nature, ne devrait pas proposer des images qui correspondent à la réalité, ou qui correspondent un peu plus à la réalité? Ou sinon, si on accepte le point de vue des auteurs, qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'enseignant, par exemple, en tant que parent, quand on propose cet album aux enfants? Est-ce qu'on sert d'intermédiaire ou on laisse passer, on filtre, ou en leur disant, bon, regarde, là c'est l'histoire, c'est pour raconter une histoire, mais dans la réalité, les loups ne sont pas comme ça. Bien, on va voir des images des vrais loups. C'est une question qui se pose. Un autre album que je voudrais soumettre à votre attention est Une fin de loup de Jérôme Camille, qui raconte l'histoire d'un loup qui refuse d'interpréter son rôle de grand méchant. Et il reste dans sa loge, roupillant sur un canapé. Les autres personnages de cette histoire, un mouton, les trois cochons et le petit chaperon rouge, vont le solliciter pour qu'il intervienne dans les histoires respectives. Mais le loup affirme ne plus vouloir jouer ce rôle. Il veut être gentil.
Il veut être le gentil loup qui intervient pour sauver le monde. Et alors, les 3 personnages décident de l'aider dans cette aventure. Et une nouvelle histoire naît. C'est l'histoire du mouton-garou, du petit chaperon vampire et des 3 cochons zombies. Et le loup intervient pour bloquer, pour stopper ces redoutables personnages. Et comment on peut faire pour arrêter ces personnages, pour leur empêcher de faire des méchancetés? Eh bien, c'est très simple. On les avale. Et donc le loup, finalement, il revient à son rôle initial de méchant qui mange des autres personnages de l'histoire. Alors, c'est un texte très intéressant qui montre très bien la complexité de la littérature d'enfance contemporaine, où il y a plusieurs niveaux d'interprétation et de lecture. Et ne serait-ce que le titre, Une fin de loup, si on l'écrit F-I-N, comme c'est sur la page de couverture du livre, c'est le final, bien évidemment, de l'histoire. Mais on peut l'écrire aussi F-A-I-M, et c'est le mot fin qui apparaît, hein, l'envie de manger. Et d'ailleurs, la dernière image du texte montre les moutons, le reste du troupeau des moutons qui se disent pour être un gentil, il a sacrément bon appétit. Donc il joue sur cette double interprétation du mot fin. Et donc montre très bien comment les enfants sont sollicités à interpréter ce qui se passe dans les albums.